Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Le RAVIP, le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population pour permettre au Bénin de disposer d'un fichier national centralisé et informatisé de l'identité de l'ensemble de tous les Béninois. L'initiative saluée des différentes composantes de la société pour son caractère innovant et révolutionnaire est depuis peu sujette à toutes sortes de supputations. La configuration de la CNS RAVIP, la Commission nationale en charge de la supervision des opérations, en serait pour beaucoup. On y découvre 18 membres chapeautés par le garde des Sceaux et se réclamant, dit-on, presque tous du nouveau départ à la chapelle du chef de l'État. Conséquence, beaucoup peinent à croire à la neutralité et à la fiabilité du travail à abattre. La suspicion s'explique-t-elle? La commission, à mission essentiellement politique, n'a-t-elle pas sa raison d'être? Au-delà des réticences, le label RAVIP n'est-il pas plus prometteur qu'illusoire? Les Béninois ne gagneraient-ils pas donc dans une conjugaison des efforts pour un franc succès de l'initiative? Autant de questions, mesdames, messieurs, à passer au peigne fin dans un instant. Thème du jour, recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Quelle balise pour un recensement consensuel et surtout transparent? Pour en débattre, deux acteurs de la société civile. Pascal Todinou, président du cadre national de concertation des organisations de la société civile, CNC-OSC. Il fut précédemment président de la Sénat. Pascal Todinou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous rejoindre. Merci. Un calendrier très chargé, mais toujours disponible. Merci bien. On est très honoré. En face de lui, pour l'instant, débat, Julien Oussou, coordonnateur national de WANEP Bénin, un réseau d'organisation de la société civile très engagé dans l'édification de la paix. Julien Oussou, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci aussi pour la disponibilité renouvelée. Merci. Chers messieurs, mesdames, messieurs, nous allons, avec votre permission, faire une petite transition à la régie, puis ensuite on se retrouve pour l'instant débat proprement dit. Un recensement initial administratif à vocation d'identification de la population dans la plus grande transparence. Un vœu clairement exprimé par le chef de l'État précédent, procédant à l'installation des membres de la commission de supervision. Mais trop tôt, ils ont été nombreux. Les Béninois a lancé l'anathème contre l'initiative, une initiative somme toute heureuse, et ce, au regard de la configuration de la dite commission. La polémique actuellement en cours, Julien Oussou, a-t-elle fondamentalement de raison d'être? Merci. Merci pour la question. D'abord, merci. Bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Disons que ça peut dépendre de la position dans laquelle on se trouve, de comment on observe le processus. Parce que si on décidait de regarder le processus comme un processus uniquement administratif, donc qui est du ressort de l'exécutif, on peut se permettre de dire, OK, cette configuration permet de faire l'affaire. Mais quand on lit, disons, le test, disons, la loi qui devrait permettre d'arriver à l'outil RAVIP, fait du vidéo au processus, on peut se rendre compte de ce que, qu'on le veuille ou non, et cela a été déjà clair aussi dans les exposés des motifs, l'exposé des motifs, disons, du projet de loi ou de la proposition de loi ayant abouti à cette loi sur le RAVIP, que l'outil a aussi, qu'on le veuille ou non, un aspect politique, purement politique, et un aspect qui tend beaucoup plus aussi vers les élections. Et de ce point de vue, il faut faire en sorte que la configuration puisse répondre à ces deux préoccupations. Et donc, le débat est intéressant et il faut le vider de façon à voir quelles corrections il faudra faire au cours du processus pour arriver à ce que, une fois le processus terminé, s'il est techniquement bon, qu'il soit aussi politiquement accepté. Vider le débat, nous venons de le commencer, ce débat, et ce, certainement pour plusieurs jours, plusieurs acteurs apporteront le grain de sel afin que s'il y a des touches à apporter, qu'on puisse les faire conséquemment. Pascal Todinou, l'inquiétude clairement affichée par un certain nombre d'acteurs, cela se justifie-t-elle? Merci et bonjour à tous les amis de Sika TV. Je vous répondre à leur façon. Je crois que c'est un grand honneur pour moi. Bien sûr, vous avez constaté que depuis un certain temps, j'ai observé un mutisme. Tout à fait. Pour devenir un observateur passif. Mais sur votre insistance, je me suis retrouvé ici. Je voudrais vous remercier pour votre insistance. Non, votre question, c'est une question
que j'appellerais une question préjudicielle. Parce que si cet outil-là n'est pas dépolitisé, elle servira de conflit. Cet outil? L'outil, la RAVIC, là, si ce n'est pas dépolitisé, il servira nécessairement de conflit politique. Et comme vous le savez, nous, au niveau de la société civile, les conflits politiques, nous faisons tout possible pour qu'on les évite. Alors, RAVIC, vous voyez, lorsqu'on parle de recensement, ce n'est pas la chose des politiciens. Mais vous êtes catégorique là-dessus. Ça, ce n'est pas pour les politiciens. Recensement, ce n'est pas pour les politiciens. Non, recensement, c'est technique. Lorsque nous avons voulu faire le recensement général de l'habitation, c'est technique. Recensement agricole, c'est technique. Mais pour superviser ça, on est allé chercher 18 politiciens. C'est fini. Non, même si... On n'allait pas enterrer le projet avant Non, ça. c'est pas un enterrement. Moi, je ne vais jamais assister même à un enterrement. Vous voyez, les politiciens là où il y a un peu de flic, hein, s'il y a un peu d'argent quelque part, il faut tout possible pour maîtriser cet endroit-là. Il faut tout possible pour maîtriser cet endroit. Sinon, si on parle de recensement, même administratif, n'est-ce pas? C'est la chose des techniciens. Lorsque je dis superviseur, là, je dois connaître ce qu'on veut faire. On n'est pas superviseur pour être là seulement pour regarder. Vous avez vu tout ce que la lépie et autres là, et tout ça là, lèpre, tout ça, a donné dans notre pays. Hein? C'est pas bon, c'est pour gaspiller encore des milliards de nos francs CFA. Et des individus vont prendre 500 000 francs par mois, 300 000 francs par mois, et ainsi de suite. Et vous allez remarquer, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Monsieur le journaliste, j'ai été le président de la première Sénat qui a organisé les élections locales. Oui, l'histoire l'a retenu. Il n'y en avait pas eu, jamais. Monsieur le journaliste, il n'y en avait pas eu. Il y a eu les élections municipales et communales, mais locales, non. Mais est-ce que ces techniciens-là ont pensé à ceux qui avaient déjà organisé un truc comme ça? Non, on les épargne. Puis, dans ce lot-là, vous avez vu quelqu'un de la société civile dedans? J'allais vous poser la question. Il paraît que vous avez été contacté. Non, pas du tout, pas du tout. Vous voyez, si nous avons été contactés, je n'hésiterai pas à dire au moins on nous a contactés. Bon, peut-être mes amis... Il répondra tout à l'heure. Ah oui. Donc, c'est pour vous dire, monsieur le journaliste, moi, j'ai honte pour mon pays. J'ai honte. Les politiciens polluent totalement tout ce qui est qu'à l'aspect vivable dans notre pays. Au point où l'environnement est complètement pollué. Environnement pollué, ça, ce sont les propos de l'ancien, le tout premier président de la Sénat, mais un acteur très actif de la société civile qui sort des propos plutôt pas trop rassurants. Mais la question a tout de même été évoquée. La société civile aurait été contactée. Qu'en est-il du Wanep? Pour vous, c'est aussi très actif. L'appel ne vous est-il pas parvenu ou, comme le disent certains, ça a été juste un relais médiatique pour faire taire ce qui n'est pas? D'abord, je me demande pour quelle instance on aurait contacté la société civile, parce que en regardant la loi sur le RAVIP, article 90, je pense 90 ou 91, la commission de supervision c'est très clairement libellé. 9 gouvernements, 9 députés. Il n'y a pas de place prévue pour la société. Donc on ne peut pas appeler, disons, des acteurs de la société civile pour siéger dans une telle commission si les tests n'ont pas prévu une place pour la société civile. Peut-être que c'est dans les instances techniques qu'ils ont appelé, ce serait plus transparent d'évoquer les noms des personnes qu'ils ont eu à appeler pour siéger et qu'on n'ait pas... Parce que je viens d'apprendre que ça a été appelé. En fait, du côté de Wanep,
n'a pas eu de tels appels. Pascal Tevdjinou, on pense que c'est déjà biaisé, tout perdu, et le conflit n'est pas trop loin. Si on continue avec l'outil qu'on a en place actuellement et la configuration qui va avec. Vous savez, c'est arriver à avoir et à gérer un état civil dans une nation. Je pense que c'est du ressort de l'exécutif. Et personne ne dénie cela. Et donc, on s'y est pris trop tard. Et cela dit, quand on décide quand même d'y arriver dans le cadre d'un projet, donc toute activité concentrée sur une période donnée, ça demande d'autres précautions. C'est ça le problème que nous avons là aujourd'hui. Et ces précautions n'ont pas été prises? Bon, tel que c'est, il y a d'autres éléments qui s'y rajoutent. Du fait que la loi a été très claire et le contexte aussi le prouve que l'opération qu'on mène maintenant, ce sera l'opération qui va fournir après. Et ça, je ne peux pas savoir comment on peut l'interpréter autrement. L'opération qu'on conduit actuellement, ce sera l'opération qui va fournir les données nominatives, biométriques et autres pour l'organe chargé de la liste électorale permanente informatisée, qui est censé être utilisé pour les élections. Donc, ça a un volet politique. L'article 13 de la loi l'a clairement signifié. On est dans un contexte où, peut-être quand on va prendre l'élection présidentielle de 2021, le RENA, donc le recensement qui nous sert aujourd'hui de base pour la LEPI, aura expiré. C'est-à-dire que 2010-2020. Et donc, il n'y aura plus possibilité d'aller l'actualiser si on ne faisait pas, disons, un autre recensement global. Et c'est peut-être le RAVUP qui va servir de recensement. C'est utile en termes de, disons, de capitalisation ou de bonne gestion des ressources. Mais il faut prendre en compte tous ces éléments pour décider maintenant de qu'est-ce qu'on fait. Parce que le risque est là. Et je suis d'accord avec le doyen. Le risque est là que même techniquement on réussisse le processus, qu'on puisse arriver à l'utiliser pour faire les cartes et autres, mais que sur le volet politique, sur d'autres aspects, les gens résistent. Parce que ce n'est pas juste de penser, comme aujourd'hui on est tous du même côté, on peut fermer les yeux sur ce qu'il faut corriger et on y va. Mais rien ne dit que peut-être bientôt, quand on va sortir les listes pour les législatives, les gens vont commencer par changer de position et c'est d'eux-mêmes qu'on aura les griefs contre ce dispositif. C'est pourquoi on estime que le débat, il est important, mais il faut le trancher. Il faut le trancher de façon à ce qu'on puisse savoir avec précision, est-ce que tout le monde a regardé? En tout cas, c'est l'option que WANEP, en tant que réseau, est en train de prendre pour dire, autant maintenant demander aux acteurs politiques de donner leur position sur la situation pour qu'on nous préserve ou qu'on préserve nos nerfs dès qu'on sera à l'approche des processus électoraux ou dans la mise en œuvre du processus. Alors, l'absence, c'est vrai, c'est un test de loi qui a prévu cette configuration. Alors, les acteurs politiques font avec. Il faut souligner ici que Pascal Tevdjinou est aussi un technicien. Il déplore l'absence de techniciens au sein de ce bureau pour une initiative purement technique. Pour lui, la configuration ne doit pas être ce qu'elle est. Pire, il n'y a pas de technicien au sein du bureau. Est-ce qu'il faut craindre? Bon, je me suis permis de regarder un peu le bureau. Vous voyez, il y a certains dedans que je veux me mettre vraiment dans la position de lire de façon naïve la configuration. Quand je retrouve l'honorable Arif Haribako, je me dis sûrement, c'est pour qu'on ne retombe pas dans les travers de la LEPI première version. La LEPI qu'on a utilisée pour une élection, on ne savait pas le nombre de bureaux de vote qu'on avait, on avait des difficultés. Même les décisions de la Cour n'avaient pas pu fixer le nombre d'électeurs qu'on était. Et donc, on a mis dedans pour qu'on ne tombe pas dans les travers, disons, dans les mêmes... Je me rends compte que dans le bureau, on a mis Cyril Gouguedi qui a géré le RAVEC. Je me rappelle, dans des séances, il a pu exprimer toute sa douleur à ne pas avoir l'accompagnement politique nécessaire ou l'accompagnement gouvernemental nécessaire pour finir ce processus RAVEC. Donc, je le retrouve dans le bureau. Je me dis aussi, peut-être, on l'a mis pour qu'on ne tombe pas dans l'état ou les dérives de ce qu'a été le RAVEC, une opération qu'on n'a pas pu réussir. Réhabiliter le parc national de la Pendiari, remettre le parc d'Oulouvé au goût du jour et à terme en arriver à développer une industrie du tourisme durable au Bénin.
Pour donner corps au rêve, le régime du nouveau départ a entrepris d'entrer en partenariat avec l'organisation non gouvernementale de préservation de la nature APN, African Parks Network. S'en est suivi une série de mesures dont la signature d'un décret portant création d'une brigade spéciale assurant la préservation de la faune du parc national de la Pendjari. Une aubaine, d'ici le directeur de l'Agence nationale du tourisme et du patrimoine. Une massarade qui ne dit pas son nom rétorque certains agents du SINAGREF, le Centre national de gestion des réserves de faune. Dans un climat de suspicion généralisée, mesdames, messieurs, les réformes se poursuivent tant bien que mal, avec à la clé des grincements de dents. Mais pourquoi? De quoi retourne plus exactement le dossier de cession des parcs nationaux au secteur privé? Les réticences chaque jour grandissantes ont-elles véritablement de raison d'être? Ce sont là, entre autres questions, mesdames, messieurs, qui focaliseront l'attention au cours de ce numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Thème au menu, cession des parcs nationaux au secteur privé au Bénin, l'espace faunique, enfin promis à un bel avenir. Un spécialiste du milieu et un journaliste d'investigation pour mener les analyses qui s'imposent durant 45 minutes. En notre compagnie, Mériès Couton, spécialiste en gestion des ressources de faune, consultant en gestion des ressources naturelles. Il a été précédemment le directeur du parc national de la Pendjari. Un sachant donc sur ce plateau. Mériès Couton, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, pour l'instant débat, je l'annonçais, un journaliste d'investigation, Marcel Zoumenou, journaliste, il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, très en vue, la Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Avec votre émission, mesdames, messieurs, nous allons faire un tour à la régie débat proprement dit. Le parc Pendjari dans le giron de l'organisation non gouvernementale African Parks Network. La finalité, booster le secteur touristique. Avant même de s'éclore, l'initiative a vertement été critiquée dans sa démarche. En aura pratiquement été l'objet de sacrifices le capitaine Patrice Trekbo, devenu très célèbre, mis aux arrêts de rigueur de 45 jours. Il y purge depuis l'ascension. Pour autant, les récriminations contre la démarche, aussi bien que dans son fond, que dans sa forme, n'auront pas été dissuadées. Pourquoi observe-t-on Marcel Zoumenou comme une levée de bouclier autour d'un projet qui, somme toute, paraît très novateur, réhabiliter les parcs nationaux? Novateur, le mot me fait rire, c'est toi qui l'as dit. Moi, je ne suis pas d'avis. On s'en tient à l'annonce du chef. Oui, on s'en tient à l'annonce du fait, mais nous devons, avec le recul, analyser les choses. Ce qui cause la récrimination des gens, c'est la méthode utilisée. Et je voudrais dire ici que dans la plupart des réformes en cours, ce qui est le plus en plus utilisé, c'est la méthode. On vous cache les choses et puis brutalement un jour, on vous impose. C'est le fait qu'aucun travailleur du SINAGREF et les travailleurs qui travaillent dans les structures et qui interviennent sur les deux parcs n'ont pas été associés à la procédure. Et quand il y a un dicton qui dit tout ce que vous faites contre moi, tout ce que vous faites sans moi est contre moi. Donc c'est le premier niveau de choses. Le deuxième niveau, c'est la manière dont l'ONG sud-africaine, African Park Network, a été recrutée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du avis d'appel d'offres. Vous savez, le gré à gré existe, non? Oui, le gré à gré existe, mais le gré à gré n'est pas forcément une forme de recrutement. Souvent, on connaît les conditions dans lesquelles il faut faire le gré à gré. Et donc, il y a comme une opacité dans la manière dont les choses sont conduites. On a comme l'impression que ceux qui conduisent les opérations aujourd'hui savent ce qu'ils veulent faire et ils ne veulent écouter personne, même pas les spécialistes du domaine. On se comporte comme si le parc n'avait jamais existé et rien n'avait existé auparavant. C'est maintenant qu'on veut commencer les choses. Je voudrais rappeler que le parc a toujours existé. Le parc a une histoire. Il y a eu des Béninois qui ont été formés pour intervenir sur le parc et qui ont de la compétence pour. Et donc, on met tout de côté. C'est un peu comme si on rase un bâtiment. C'est le fond donc du problème. C'est ça le problème. Le parc a une histoire, mesdames, messieurs, c'est vrai. Et c'est à raison que nous avons sur ce plateau Mériès Couton. Il a été l'un des directeurs très appréciés durant, en tout cas, le temps qu'il a eu à passer à la tête de cette structure. Mais il est
parti dans certaines conditions qui n'ont toujours pas été élucidées à bon nombre de visiteurs du parc et à bon nombre de citoyens. On en profite peut-être pour en savoir un peu plus. Myrias, comment allez-vous? J'ai le droit de vous poser la question. Très bien, Joël. Très bien. Oui, le parcours, c'est pas parce que vous êtes sur le plateau, beaucoup de documents parlent en votre nom, un parcours vraiment exceptionnel, un cadre mérite de ce pays. Il paraît que désormais, vous êtes appelé à faire valoir vos compétences ailleurs. Vous êtes parti même avant la fin de vos contrats. C'est quoi ce projet phare que vous pilotez depuis un certain nombre de temps pour le Bénin? Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et m'inviter sur ce plateau. Le thème nous y oblige. Ça me fait plaisir de partager ce que je connais par rapport à la gestion des ressources naturelles, les parcs au niveau du Bénin, le développement touristique et répondre à vos questions pour un peu que je peux. Oui, oui. Et je suis ingénieur agronome de formation. J'ai fait une spécialité en eau, forêt, chasse. Je suis ingénieur agronome forestier. Mais spécialement, et c'est ça qui nous réunit, j'ai fait un DSS en gestion de la faune. Et c'est d'ailleurs, après plusieurs autres travaux, que dans ce sens, je me suis retrouvé à la tête de la direction du parc national de la Pingari. Je dois préciser que j'ai toujours évolué dans le privé. Je ne suis pas agent permanent de l'État. C'est une option. J'ai choisi après ma formation d'avancer comme un bon compétiteur. Donc toujours compétir, gagner une place et faire valoir mes compétences. Myrias, écoutons, ce qui nous était parvenu comme information, vous êtes venu à la tête de cette structure suite à un concours et sous un contrat de 2 ans, à moins que nos informations ne sont pas exactes, et vous êtes parti plus tôt que prévu et pour piloter un grand projet pour la nation béninoise. On veut en savoir très rapidement. La première partie est bien juste, mais la seconde, non. Ah bon? Oui, effectivement, en juin 2012, le gouvernement du Bénin a lancé le concours de recrutement des directeurs de parc. Je travaillais dans une ONG à Porte-Novo en ce temps et j'ai postulé, j'étais venu en tête au plan national, ce qui m'a valu de gagner le poste de directeur du parc national de la Pingari. Et donc j'ai pris service en octobre 2012 avec un contrat de 2 ans qui a été évalué et renouvelé donc en 2014. En septembre 2014, le contrat a été renouvelé pour 2 ans. Devait arriver alors à échéance fin septembre 2016, quand brutalement et contre toute attente, en mai, le 23 mai précisément, 2016, le ministre du cadre de vie et du développement durable sort un arrêté de suspension des responsables du Sénagref, la directrice générale, le directeur du PAC W et moi. Donc voilà comment j'ai quitté le poste. Bon, il me semblerait que c'est après coup qu'on aurait su qu'en réalité, ce n'est pas un APE affecté au poste, mais qu'il était là sur base de compétences. La structure, le Sénagref, devait gérer ce que j'appelle l'incident qui a été créé comme ça. Ils ont joué un peu en me mettant à disposition de la direction générale, donc affectée à Cotonou, avec plein de promesses. C'est l'autorité qui a dit on va gérer, ton contrat va continuer, tout ça. Mais subitement, fin septembre, ils mettent fin à mon contrat. Donc, je ne suis pas parti pour un gros projet ou autre chose. Ah donc, c'était pas ça? C'était pas ça, c'était pas du tout ça. Donc, c'est une norme, je vais dire, entre griffes, une mise à fin de contrat de façon abusive. Et comme le dossier est pendant à la justice, je vous propose que je n'en parle pas plus que ça sur le plateau. Vous en êtes même à ce niveau, pendant devant la justice? Parce que ça fait plus d'1 an, je vais dire, ça fait 1 an, depuis octobre 2016, le Sénagref ne m'a pas payé mes salaires. Alors là, mesdames, messieurs, vous comprenez qu'autour de ce dossier parcs nationaux, il y a au-delà de ce qui vous a jusqu'à présent été présenté. Nous revenons par rapport au sujet qui nous réunit, la cession de ces parcs au privé. Il y a comme un tollé tout autour d'un dossier, mais l'idée maîtresse, c'est de permettre une certaine viabilité de ces parcs, plus de visibilité, au-delà des efforts que vous avez eu à fournir jusqu'à présent. Alors on ne comprend pas ce tollé qu'il y a autour. Oui, tout à fait. C'est parce que le sujet est de grand intérêt que ça fait bouger et ça fait parler beaucoup. Et aussi, c'est un sujet très complexe. Très complexe parce que, à première vue, c'est le tourisme. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai aussi senti dans votre introduction. Avec les objectifs du gouvernement en place, on peut faire la promotion touristique, faire de la visibilité à grande échelle sur le Bénin. Donc, un attrait, c'est les parcs.
au niveau du Bénin qui puisse drainer beaucoup de visiteurs. Mais il y a un autre sujet de taille qui est aussi associé à ça. Ce n'est pas la même forme de tourisme comme je viens à Cotonou pour faire de la plage ou bien observer des bâtiments. C'est la conservation des ressources naturelles qui est d'abord même le sujet d'intérêt avant le tourisme. Et quand on parle de conservation des ressources naturelles, c'est une question de, je vais dire même une question de souveraineté. Depuis que le Bénin a accepté et signé la Convention de Rio 92, ça signifie que le Bénin a décidé de protéger par tous les moyens ses ressources naturelles. Parlant de parcs, nous avons l'espace, nous avons la flore, nous avons la faune, nous avons la vie autour, c'est-à-dire la population riveraine autour. Donc c'est un sujet vraiment immense. La gestion des parcs nationaux au Bénin a connu plusieurs épisodes. Il y a eu des périodes, depuis, il faut dire que les parcs ont été créés avec l'administration coloniale autour de 1950-1951. Ça a été alors relégué à l'administration dahoméenne. Dans le secteur des eaux et forêts, qui a géré les parcs nationaux, jusqu'en 90, au cours des années 90, je pense que ça doit être 94-95, une évaluation commandité par le gouvernement béninois avec l'appui de la Banque mondiale sur la gestion des ressources naturelles de façon globale, a eu pour forte recommandation, l'une des fortes recommandations, c'est de, je vais dire, ce n'est pas libéraliser, mais de rendre en office ou agence la gestion des parcs nationaux. En office ou agence? Ou agence. On y est? Ce qui a amené à la création du Sénagref à partir de 1996. Parce que vous voyez, au-delà la façon de gérer la faune est nettement différente de la façon de gérer une plantation, je suppose, de teck. Ce que je veux dire par là, c'est que pour une efficience dans la gestion de la faune, ça c'est technique, il faut les ressources pour la gestion à côté de la faune. En réalité, c'est ça. Je veux par exemple faire de l'élargage ou bien un entretien d'une plantation. Ça ne gêne pas, par exemple, si vous ne me remettez pas les ressources qui doivent le faire aujourd'hui, que ça soit demain matin ou la semaine prochaine. L'arbre, le végétal, supporte cet état de choses. Mais quand c'est lié à la faune, je suppose, je prends un exemple comme ça, on veut faire un feu de végétation, certainement on viendra sur les différentes techniques et les choses qui se passent dans le parc. On veut faire un feu de végétation sur une zone. Et avec le climat, l'ensoleillement, tout ce que le technicien, le spécialiste a identifié, et il dit par exemple, on doit faire ça, je suppose, entre le 1er et le 2 janvier. Si on ne le fait pas au 10 janvier, vous venez là après, vous n'allez plus trouver une seule tête. Oui. Le Sénagref avait aussi comme mission première de relever tous ces différents défis. Tout à fait. Oui. Donc c'est comme ça que le Sénagref a été créé pour une autonomie administrative et financière afin d'éviter les lourdeurs qui empêchaient l'administration du ministère à faire descendre surtout les ressources et les compétences vers la gestion qui, au niveau de la faune, est du jour au lendemain, en réalité. L'initiative actuellement en cours a pour finalité d'aider à parfaire ce qui se fait. Tout à fait. C'est pourquoi, ce n'est pas une appréciation que je veux donner, mais c'est pour dire que ça va dans la droite ligne de cette idée en réalité. Donc, j'y viens en disant, en réalité, ce n'est pas mauvais. C'est un mode de gestion qui existe, qui a fait ses preuves ailleurs, et même et c'est ça que beaucoup ne connaissent pas, même au Bénin déjà. Quand nous parlons des réserves de faune, on a souvent parlé, c'est l'expression qui venait, le parc Pengaré, le parc W, mais en réalité, c'est un complexe. Ce n'était pas que le parc. Quand je prends le cas de la Pengaré, le parc constitue environ 2 tiers ou même un peu moins de la superficie en réalité que nous appelons le parc. Nous avons ce qu'on appelle les zones synergétiques. Et le tout ensemble constitue la réserve de faune, le complexe Pengaré, qui a eu plusieurs labels. Réserve de biosphère de la Pengaré, de l'UNESCO. C'est un label donné, un titre donné par l'UNESCO à cause du mode de gestion en étant donné. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la gestion de ce complexe, le parc est géré suivant des objectifs de conservation. Tout ce qui est possible dans le parc, c'est le tourisme et la recherche scientifique. Mais dans les zones synergétiques, il y a une exploitation qui est faite.
C'est-à-dire, suivant un quota donné et suivant des décrets, des arrêtés bien signés, on autorise à vendre, à abattre pour la chasse sportive des animaux chaque année. Comment est-ce que ça se gère au niveau du Sénagreffe, qui représente l'État dans le domaine? C'est par concession. Donc ce n'est pas en réalité pour la première fois qu'un domaine de conservation est légué à un privé. Nous avons 3 zones cinétiques au Bénin et découpées au total en 5 territoires de chasse. Donc il y a 5 concessionnaires, on les appelle aussi des amodiataires. Il y en a d'étrangers, il y en a de Béninois, les Béninois sont dedans plus. Les opérateurs économiques dans le domaine qui sont des Béninois ont pris des domaines qu'ils gèrent sur un contrat de 10 ans que nous avons même renouvelé il y a 2 ans. C'était un contrat de 5 ans, mais ça est passé à 10 ans. Je pense que c'est le 2e cycle qui vient de passer, où ils payent, ils exploitent la zone et payent des droits à l'État béninois. Réunion secrète dans la capitale française. Les opposants font le procès de Patrice Talon à Paris. Un nouveau complot se prépare contre Patrice Talon. L'option périlleuse à éviter pour la paix au Bénin. Placardé à la une d'un certain nombre de journaux, ces titres et bien d'autres du genre sont à peine passés inaperçus. Sur les réseaux sociaux, au niveau des médias traditionnels, sur la place publique, le sujet déchaîne à la limite les passions. Acteurs politiques, membres de la société civile, citoyens, lambda, chacun y va de son commentaire et analyse, mais aussi des mises en garde. Une situation qui appelle une série d'interrogations. Après plus d'une décennie de pratiques démocratiques, le Bénin, hier, enfant malade de l'Afrique, pourrait-il tomber à nouveau dans les travers des années 60 qui gagnerait à voir le Bénin subir les affres d'un probable coup de force? Et à quelle fin? Quelle valeur accorder à la rumeur qui enfle au sujet de manœuvres visant à déstabiliser le régime au pouvoir? 100% Bénin, mesdames, messieurs, le numéro du jour vous convie à un tour d'horizon sur ces questions et bien d'autres. Ce sera autour du thème « Supposé complot contre le régime au pouvoir ». Une hypothèse plausible. 2 invités à nos côtés pour aider à mener les réflexions qui s'imposent. Marius Dadior, commissaire de police à la retraite, il reste un acteur politique, certes discret, mais très actif. Marius Dadior, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, vous le connaissez, un compagnon de vieille date, de par des combats d'hier. Laurent Métoyon, secrétaire général à FECITRA Finance. Il n'est pas moins homme politique. Il a été de toutes les luttes. Laurent Métoyon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Bonjour, commissaire. Bonjour, cher ami. Et bonjour également à nos auditeurs. Avec plaisir, nos téléspectateurs vous répondent à leur façon. Oui, nous allons, avec votre permission, mesdames, messieurs, faire un petit tour à la régie, puis on se retrouve pour l'instant débat proprement dit. Depuis quelques jours, des informations persistantes font état de nouveaux complots en préparation contre Patrice Talon, chef d'État béninois. Une information dite révélée par des services habilités et une partie de la presse locale. Complot ou dit à l'issue d'une réunion secrète tenue dans la capitale française et ayant regroupé d'anciens alliés du locataire du palais de la Marina, très remontés contre lui. La nouvelle a fait grand bruit et continue de susciter tout un tollé. Quelles sont les appréhensions du commissaire et acteurs politiques au regard de ces rumeurs qui enflent, Marius Dadior? Oui, et je vous remercie. Personnellement, je sais qu'il n'y a pas tout pouvoir qui, à son avènement, peut compter des opposants, des mécontents, doit s'attendre, n'est-ce pas, à des ronchonnements, jusqu'à aller à des bruits de bottes. L'essentiel, c'est de tout faire. Il revenait donc à ce pouvoir de tout faire pour limiter les mécontentements. Aujourd'hui, il est clair qu'il y en a suffisamment. Mais pour revenir donc à la préoccupation du jour, réunion secrète, mais que des services spécialisés ont pu capter pour révéler qu'il y a complot. Si véritablement il devrait y avoir complot, je pense que ce ne serait pas beaucoup d'opposants qui se réuniraient pour le faire. Pour monter, pas beaucoup d'opposants? Non, pas beaucoup. Pour monter véritablement un complot qui doit réussir. On a appris
Nous avons appris techniquement comment cela se fait. Un seul mécontent aurait suffi pour faire la chose. Si ils se sont réunis pour en parler, c'est que ça tiendrait de l'amateurisme. Mon intervention ou bien ma démonstration ne tient pas à dire que ce n'est pas vrai. Mais il faut remarquer que de tout temps, même sous la démocratie enclenchée depuis 1990, il y a eu des mécontents qui ont tenté des choses, des personnes insoupçonnables. Mais il y a aussi la façon de gérer tout ceci pour ne pas faire peur. Parce que la peur engendre toujours beaucoup d'inconnus qui n'arrangent pas l'évolution ni de la démocratie, et surtout pas de l'économie. Surtout pas de l'économie, oui. La peur ne fait pas du bien non plus, les bruits non plus. Laurent Métoyon, quel est le regard du syndicaliste et accessoirement acteur politique par rapport à ces rumeurs? Oui, effectivement, les rumeurs deviennent persistantes lorsque on lit les journaux. Même ce matin, il y a certains journaux qui sont revenus encore sur cette réunion secrète qui aurait eu lieu à Paris, où des opposants, selon les services habilités, comme vous l'avez dit, seraient en train de fomenter une insurrection. C'est le terme dont parlent les journaux, une insurrection à Cotonou pour dégager l'actuel locataire de la Marina. Je pense qu'il faut voir dans quelles circonstances aujourd'hui ces rumeurs peuvent arriver. Vous savez... Peuvent ou bien arrivent? Peuvent ou arrivent. C'est-à-dire, puisque vous avez parlé de rumeurs. Oui. Donc ça veut dire que c'est des choses non encore fondées puisque nous n'avons pas la preuve. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui la situation économique de notre pays, la morosité économique, les mécontentements, comme le commissaire a dit tout à l'heure, la ruée pratiquement vers l'actuel locataire de la Marina, où l'on compte au niveau de notre hémicycle 60 députés qui sont autour de lui, qui soutiennent ces actions, les 23 autres qui viennent de sortir une déclaration et qui parlent même de la vassalisation de l'Assemblée et qui ont situé certains maux dont nous souffrons. Lorsqu'on en arrive à ce niveau où le chef de l'État que nous avons n'arrive pas à démontrer son attachement aux hommes, sa volonté de résoudre les problèmes sociaux, les problèmes des humains, lorsqu'il est dans cet état, c'est ce genre de rumeurs qu'on a. Parce que, dites-vous, lorsque, en tout cas, pour ce qui nous concerne, que ce soit au niveau du Front, que ce soit au niveau du Parti communiste, nous avons dit que nous sommes dans un état dictatorial. On l'a démontré. On l'a démontré depuis décembre 2016 qu'on a fini et qu'on est dans un état dictatorial. Et les actes le prouvent au fur et à mesure. Je ne veux pas revenir sur les lignes rouges ou tout ça, ce n'est pas ça qui est important. Mais aujourd'hui, allez questionner le Béninois pour savoir s'il vit bien. Allez demander aux Béninois, avec tout ce que l'on entend, sans avoir l'avis contraire. Je parle même des gré à gré, of mass par ici, safran par là, et de suite. Vous voyez qu'il y a un problème réel. Alors, comment couvrir tous ces problèmes pour en arriver à renforcer le pouvoir? C'est dans ce cadre que moi je mets alors ces rumeurs. Vous voyez des similitudes? J'y vois une similitude parce que c'est ce qui arrive souvent à certains pouvoirs lorsqu'ils deviennent impopulaires. Lorsque le peuple démontre son mécontentement, le peuple agit, on essaie de couvrir cela pour dire « Ah, on veut être contre moi de suite. » Parce qu'une réunion, comme l'a dit le commissaire tout à l'heure, mais à Paris, où les gens se sont retrouvés, d'après ce qu'on dit, mais ce n'est plus caché alors. En quoi alors c'est un complot? Surtout qu'on sait que celui qui est là aujourd'hui, c'est en France aussi qu'il a monté, il était au pays. C'est en France que la télécommande faisait tout, non? Il faisait des réunions là-bas, non? Nous sommes dans un état démocratique et notre constitution, dans son article 25, a été claire.
vous êtes libre d'aller venir, de faire des réunions. On n'est plus au temps du PRPB où on nous a dit à un moment donné qu'on ne peut pas avoir un attroupement d'une personne, de 2 personnes. Commissaire Marius Dadjo, est-ce des méthodes qu'on observe vraiment souvent lorsque on est en face de régimes parfois en difficulté? Non, en fait, il faut dire que quand un système de gouvernance est en place, il doit avoir un service de renseignement et opérationnel qui pourrait effectivement, comme l'a dit M. Métaillon, le combattant, le grand combattant devant l'Éternel, donc ce régime doit avoir de quoi faire diversion pour atteindre certains buts. Impératif. Non, ça c'est dans tous les systèmes. Tous les systèmes qui se respectent doivent pouvoir nourrir, entretenir un système de renseignement, un système policier qui ne se voit pas, qui ne se perçoit pas, mais qui gentiment crée des situations pour arranger le pouvoir et atteindre certains objectifs. Je ne dis pas que c'est le cas d'aujourd'hui, parce que la réalité est que le mécontentement est grand et grandissant. Vous avez vu ce qui ne s'est jamais passé dans ce pays, c'est lorsque le chef de l'État a été malade, rares sont les personnes qui ont prié pour son retour sain et sauf. Ça a un lien avec la situation? Non, dès lors qu'ils ont même souhaité que ils n'en finissent pas avec et que ça aille à l'extrême et qu'ils le disent ouvertement, ça veut dire qu'ils n'ont plus peur de rien. Et que de l'autre côté, le pouvoir devrait s'en nourrir pour inverser la courbe donc, de ces sentiments en adoptant une posture beaucoup plus souple, voire humaine, donc de sa gestion des choses. En fait, est-ce que c'est le chef de l'État? Je crois que non. Parce que ce qu'on a vu, moi j'ai vu des ministres bravards, arrogants, comme si c'est sur eux qu'on a porté leur suffrage. Vous parlez du régime actuel? Du régime actuel. Des ministres? Des ministres. Quand ils arrivent là, c'est comme si on n'avait jamais connu de ministres dans ce pays. Comme s'ils étaient le premier gouvernement. Et même ce qu'on leur demande de faire, au lieu, même si c'est des instructions, ils sont quand même des béninois. Ils devraient avoir des approches beaucoup plus humaines, sinon participatives, pour amener le peuple à intégrer la logique du pouvoir. Non, ils arrivent comme si le pouvoir était conquis par suite d'un coup d'État. Ils veulent imposer, ils font si. Vous avez des préfets qui se comportent comme si, des ministres qui viennent. C'est mal, c'est pas gai, c'est pas bon, c'est malsain. Ça fait le lit à beaucoup de choses. Et ce que vous dites là peut être possible, comme ça peut être de la manipulation. Pour utiliser le terme technique que nous, parce que toute bonne police a toujours un service spécialisé pour créer des situations, pour relever le pouvoir en place de sa mauvaise posture. Donc ça peut être une vérité, comme ça peut être une affabulation, une manipulation pour aider le pouvoir à se sortir. Vérité ou manipulation, pour l'instant, on n'en sait pas plus, peut-être dans les tout prochains jours. En tout cas, le sujet continue de défrayer la chronique. Les réactions vont dans toutes les directions possibles. Nous avons recueilli pour vous la réaction de quelques acteurs de la société civile. Avec la complicité de la régie, nous allons pouvoir les suivre. Le premier journal qui a écrit, si les informations sont vraies, pourquoi ce journal-là ne nous donne pas l'identité de ceux-là qui véritablement sont allés faire la réunion, si tant est que c'est vrai ce qu'il dit. Il ne faut pas que les gens cherchent à nous apeurer. Il ne faut pas que les gens cherchent à nous stresser. Nous sommes en démocratie.
personne ne pourra venir remettre en cause notre démocratie. Les gens n'ont qu'à cesser de créer la psychose et la peur inutile dans le pays. Nous sommes quand même en Afrique un pays mieux aguerri, mieux armé sur le plan démocratique. Nous savons que depuis la conférence nationale, le pouvoir se prend non pas par les armes, mais c'est par les urnes. Les gens sont libres d'aller et de venir. Mais si nous devons faire un retour, un bref retour en arrière, mais quand le président Talon était en exil volontaire ou forcé, des Béninois qui n'étaient pas d'accord avec le président Yahi faisaient des allers-retours. Et il y en avait même qui, pour contourner, passaient par Lomé. Et ils étaient avec Yahi et ils étaient avec lui. L'essentiel est qu'on ne s'accroche pas à ces faux prétextes pour commencer par faire des arrestations. C'est là où ils vont nous trouver, et sur la route.